Imaginons un instant un psychiatre qui, par le plus grand des hasards, guérit une patiente paralysée lors d'une simple démonstration clinique. Ouais, juste comme ça, sans même vraiment le vouloir. C'est ça. Un homme qui, un peu plus tard, traversé par des cauchemars terrifiants, parvient, d'une certaine manière, à capter les ondes de choc de la Première Guerre mondiale avant même qu'elles n'éclatent. Hmm. Et qui, au fait de sa gloire, décide de s'isoler totalement pour bâtir de ses propres mains un château médiéval en pierre, Sans eau courante. sans électricité. Le tout pour comprendre les profondeurs de l'âme humaine. Exactement. On se croirait vraiment face au scénario d'un film fantastique, mais il s'agit bel et bien du véritable parcours de Carl Gustav Jung. Je suis ravi de lancer cette nouvelle plongée analytique. Aujourd'hui, notre exploration en profondeur se base sur l'ouvrage très récent de Chantal Motto, publié en 2025, qui s'intitule « Jung à la plage, le symbolisme universel dans un transat ». Et je suis ravie d'être là pour en discuter. Le but aujourd'hui n'est pas de faire un cours magistral ou une simple biographie bien linéaire, on va plutôt essayer de comprendre comment cet homme a littéralement révolutionné notre vision de l'esprit. Bon, décortiquons tout ça. Par où on commence, Evelyne? Le contraste avec Sigmund Freud est sans doute le meilleur point de départ pour poser le cadre. Freud a consacré sa carrière à chercher pourquoi on souffre. Il grattait le passé, les traumatismes infantiles pour trouver la cause d'une névrose. Toujours le regard tourné vers l'arrière, en fait. Tout à fait. Et Jung a pris une direction radicalement différente. Lui, il a cherché pourquoi on vit, en deux mots séparés. Quel est le sens de notre existence? Vers quel but notre psyché essaye-t-elle de nous guider? On passe vraiment d'une médecine qui répare les maux du passé à une boussole philosophique orientée vers l'avenir. C'est un changement de paradigme complètement vertigineux. Et pour comprendre comment un esprit en arrive à formuler une telle vision, il faut jeter un œil à ses racines. Jung naît en Suisse en 1875, dans une atmosphère familiale qu'on pourrait qualifier de... Singulière, Singulière est un euphémisme. c'est vrai. Son père est un pasteur très traditionnel, mais qui traverse une crise de foi silencieuse, une perte de sens qui le ronge de l'intérieur. Et sa mère, c'est tout l'inverse. Ah oui, la mère est une spirite convaincue. Elle est passionnée d'occultisme, elle participe à des séances de spiritisme et se dit ultra connectée aux forces invisibles de la nature. Et pour saupoudrer le tout d'un peu de mythe, il y a cette rumeur tenace dans la famille qui murmure que le grand-père paternel de Jung serait en réalité le fils illégitime de l'immense écrivain allemand Goethe, Avec un tel héritage, on imagine bien que les dîners de famille devaient être assez animés. surtout avec les phénomènes paranormaux. Le livre de Chantal Motto mentionne des événements complètement inexpliqués dans la maison d'enfance. Les fameux incidents matériels? Voilà. On parle d'une table en noyer massif, vieille de 70 ans, qui se fond soudainement en deux avec un fracas terrible, sans aucune raison. Et ça ne s'arrête pas là. Non, quelques jours plus tard, c'est un couteau de table rangé dans un tiroir fermé qui explose littéralement en plusieurs morceaux. Ce qui est fascinant ici, c'est vraiment la réaction du jeune Jung. La plupart des gens auraient balayé ça d'un revers de main, invoqué un défaut du bois ou de l'acier ou des variations de température. Bien sûr, c'est la réaction logique. Mais lui non. Ces événements s'impriment en lui. Il refuse l'idée d'un simple hasard matériel. Ça plante la graine d'une intuition qu'il ne le quittera jamais. L'idée qu'il existe une interaction mystérieuse, invisible, entre la matière et la psyché. Et cette sensibilité hors norme, elle culmine avec une crise spirituelle assez choquante quand il a environ 12 ans. L'anecdote est frappante. Ah, la vision de la cathédrale. Exactement. Il sort du collège, c'est une belle journée ensoleillée, et il admire la magnifique cathédrale de sa ville. Le toit est tout neuf, il brille sous le soleil. Il se met à penser à Dieu, siégeant majestueusement sur son trône d'or, tout là-haut. Et soudain, une vision s'impose à lui. Une image presque, blasphématoire. Il voit ce même Dieu laisser tomber un excrément gigantesque directement sur le toit flamboyant de la cathédrale. C'est ça, pulvérisant les murs et détruisant l'édifice tout entier. Pour le fils d'un pasteur, on devine l'angoisse terrifiante que génère une telle image. Il lutte de toutes ses forces contre cette pensée. Il a l'impression de commettre le péché suprême. Mais la pression intérieure est trop forte. Oui, il finit par céder. Il laisse la vision se dérouler jusqu'au bout. Et c'est là que la magie opère. Au lieu d'être foudroyé par la culpabilité, il ressent un soulagement immense, une vraie libération. C'est un peu le premier acte de rébellion de son esprit. Il réalise que l'image d'un Jésus sombre et terrifiant, en robe noire, qu'on lui vend à l'église, ou les dogmes stricts de son père, ça ne tient pas la route face à la véritable énergie vitale. Et la conclusion qu'il en tire est fondatrice.
L'humain doit trouver sa propre liberté de penser en dehors des constructions humaines ou des dogmes institutionnels. C'est aussi à ce moment-là qu'il identifie une vraie dualité en lui, non? Tout à fait. Il théorisera plus tard l'existence de deux personnalités qui cohabitent. La personnalité numéro 1, c'est le petit écolier rationnel, le fils de ses parents, celui qui s'adapte aux règles et au monde moderne. Le masque social. Voilà. Et la personnalité numéro 2, c'est une figure intérieure, intemporelle, un archétype de vieux sage connecté au mystère de la Terre, à la nature et à l'invisible. C'est un concept qui résonne énormément pour la vie de tous les jours. Nous portons tous cette forme de masque social pour interagir au bureau, faire nos courses, être de bons citoyens. Jung appellera ça la persona. Oui, Mais sous cette carapace de civilité, on perçoit souvent une autre voix, une voix plus archaïque, plus vaste, qui observe en silence et qui réclame un sens beaucoup plus profond à notre existence. et le défi de toute une vie, selon lui, c'est d'arriver à faire dialoguer ces deux dimensions, plutôt que de laisser le masque social étouffer complètement la voix intérieure. Et c'est ce besoin irrépressible d'explorer cette profondeur qui va le mener directement à Sigmund Freud. La fameuse rencontre de 1907. Jung a dévoré l'interprétation du rêve, il se rend à Vienne. Le courant passe tellement bien que leur première conversation dure 13 heures d'affilée. 13 heures? C'est incroyable, c'est le début d'une collaboration intense, mais les frictions ne tardent pas à poindre. Il y a cette scène dingue, digne d'un roman, qui se déroule dans le bureau de Freud. Ils sont en pleine discussion animée et Jung ressent une douleur soudaine et violente au thorax. Et au même moment exact, un craquement sonore, presque explosif, retentit dans la bibliothèque. Au point qu'ils sursautent en croyant que le meuble va s'effondrer sur eux. Et c'est là que le fossé idéologique s'ouvre grand. Jung diagnostique immédiatement ce qu'il appelle un phénomène catalytique d'extériorisation. Freud balaye ça avec mépris, il dit que c'est une pure sottise. Oui. Mais attendons un instant sur ce terme. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement un phénomène catalytique d'extériorisation? Dans l'esprit de Jung, ça signifie que la tension psychique extrême qui régnait entre eux à ce moment-là était si dense, si chargée en énergie, qu'elle a fini par déborder et s'extérioriser dans la matière physique environnante. Une sorte de décharge électrique de l'inconscient dans le monde réel, en fait. C'est exactement l'idée. Évidemment, pour un esprit purement rationnel comme celui de Freud, c'est totalement inacceptable, il le réprimande. Et là, Jung, poussé par une intuition fulgurante, le contredit et lui affirme que le bruit va se reproduire à l'instant même. Et boum, un second craquement identique retentit. Laissant Freud complètement sidéré. C'est le choc frontal entre deux visions du monde. Freud cherche à tout prix à asseoir la psychanalyse comme une science dure, incontestable. Il a fait de la sexualité refoulée la clé de voûte de toute névrose. Et il refuse catégoriquement d'y intégrer la moindre dimension spirituelle ou occulte. Jung, en revanche, refuse d'amputer la réalité de ces mystères juste pour rentrer dans une case théorique bien propre. Si l'on relie cela à une perspective plus large, cet incident est vraiment le point de bascule. La rupture définitive d'un point de vue purement éthique survient un peu plus tard, lors de leur voyage en bateau vers les États-Unis en 1909. Ah oui, l'histoire des rêves. Pour passer le temps sur le bateau, ils s'analysent mutuellement leurs rêves. Jung, en bon praticien, demande à Freud quelques associations personnelles, des détails intimes pour l'aider à décoder un rêve complexe. Et Freud refuse sèchement. Sa justification est terrible. Il affirme qu'il ne peut pas se permettre de se livrer ainsi car il perdrait son autorité face à son élève. Ce qui est dévastateur pour Jung. L'authenticité, la recherche inconditionnelle de la vérité vient d'être sacrifiée sur l'autel de l'ego et du pouvoir. C'est le symptôme clinique d'une impasse totale. La relation est complètement rongée par les mécanismes de transfert et de contre-transfert. Encore un terme technique qu'il faut désamorcer. Le transfert, dans ce contexte précis, ça ressemble à quatros. Le transfert, c'est quand un patient, ou ici un élève, projette de manière inconsciente sur son analyste les émotions ou les attentes qu'il avait envers une figure d'autorité de son passé, souvent un parent. Freud devient donc une sorte de père spirituel pour Jung. Exactement. Mais le contre-transfert est tout aussi puissant. Freud projette sur Jung l'image du prince héritier, le successeur désigné censé protéger son héritage dogmatique. Il y mêle aussi ses propres conflits non résolus avec d'anciens disciples rebelles, j'imagine. Il exige l'obéissance absolue. Absolument. Et Jung comprend qu'il est en train de s'enfermer dans la doctrine d'un autre. Il réalise qu'il doit tracer sa propre route. Et la carte de cette nouvelle route lui est fournie par son propre inconscient.
à travers ce rêve magistral qu'il fait à 34 ans, le fameux rêve de la maison à étages. Un rêve fondateur. Jung se voit au premier étage d'une maison qu'il sait être la sienne. C'est un salon de style rococo, élégant, lumineux. Il décide de descendre au rez-de-chaussée. L'ambiance change, l'architecture devient médiévale, plus sombre. Il trouve un escalier en pierre, lourd, et descend encore. Il atterrit dans une cave aux murs de briques romaines antiques. Et ça ne s'arrête pas là. Non, ça va encore plus loin. Sous une dalle au sol, un dernier escalier le mène dans une grotte rocheuse préhistorique, jonchée d'ossements et de 2 crânes humains. L'analyse de cette architecture onirique va complètement révolutionner son approche. Le salon rococo représente la conscience claire, la couche la plus récente et la plus superficielle de la psyché. Mais plus on descend, plus on voyage dans le temps, le Moyen-Âge, l'Empire romain, jusqu'aux aubes de l'humanité dans la grotte. C'est ça. Jung réalise que l'inconscient n'est pas une simple poubelle personnelle où l'on cache ses traumatismes d'enfance ou ses désirs inavouables, comme le prétendait Freud. L'inconscient repose sur une fondation historique commune à toute l'espèce. L'esprit humain possède une histoire évolutive. Tout comme notre anatomie physique, en fait. C'est vertigineux. Ça implique que nous portons en nous la mémoire psychique de nos ancêtres, et cette prise de conscience ne se fait pas sans douleur. Après sa rupture avec Freud, Jung s'isole. Entre 1913 et 1914, il traverse une période extrêmement sombre. Il est assailli par des cauchemars apocalyptiques, même en pleine journée. Il voit des mers de sang recouvrir l'Europe, des milliers de squelettes, un froid glacial qui fige le monde. Il pense sincèrement être en train de basculer dans la schizophrénie, de perdre totalement la tête. Jusqu'à l'éclatement de la Première Guerre mondiale en août 1914. Là, l'effroi face au carnage mondial se mêle à un soulagement intime. Il n'est pas fou. Sa psyché, connectée à ce fameux substrat universel, captait l'accumulation des tensions géopolitiques et humaines avant même qu'elles n'explosent dans le monde matériel. C'est fou. Et c'est à partir de cette crise qu'il théorise en profondeur le concept d'inconscient collectif. Si on devait faire une analogie moderne, l'inconscient personnel, ce serait comme les fichiers et les photos qu'on sauvegarde sur notre propre ordinateur au fil de notre vie. Oui. Mais l'inconscient collectif, ce serait le système d'exploitation de base, identique pour toutes les machines à la sortie de l'usine, avec ses programmes préinstallés. La métaphore est excellente. Et ces programmes préinstallés, ce sont les archétypes. Des schémas de fonctionnement psychologique, des forces instinctives qui façonnent notre façon d'appréhender le monde depuis l'aube des temps. C'est pour ça qu'on retrouve des mythes identiques dans des cultures séparées par des océans, sans qu'elles n'aient jamais communiqué entre elles. Absolument. L'archétype du héros, du vieux sage, de la mère nourricière ou du filou, on les retrouve partout. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant, surtout quand on applique ces concepts à nos relations amoureuses contemporaines. L'ouvrage met en lumière 2 archétypes primordiaux qui dirigent nos vies sentimentales, l'anima et l'animus. Selon la théorie de Jung, tout individu de sexe masculin porte en lui une composante psychique féminine inconsciente, l'anima. Et inversement, tout individu de sexe féminin abrite un principe masculin inconscient, l'animus. Ce qui est d'une pertinence absolue pour décoder nos comportements amoureux. C'est central. L'anima s'est souvent forgé autour de l'image de la mère, des premières rencontres féminines et des mythes culturels. L'animus, lui, est plus souvent une pluralité de figures, un conseil de sage intérieur, des figures d'autorité, des héros. Donc dans la phase de séduction et de passion amoureuse, on ne tombe pas réellement amoureux de la personne en face de soi. Non, on plaque, on projette notre propre image intérieure, notre anima ou notre animus, sur l'autre. Lors des premiers mois d'une relation, on est littéralement en train d'admirer notre propre reflet psychique collé sur le visage du partenaire. Pas étonnant que la chute soit rude quand la réalité reprend le dessus. C'est exactement l'une des sources majeures des crises de couple. Quand l'autre commence à agir en dehors du script imposé par notre projection inconsciente, on se sent trahi. Retirer ces projections, admettre que l'autre est un être humain complexe et distinct de notre fantasme intérieur, c'est le véritable travail de l'amour selon cette approche. Et cette mécanique de projection ne s'arrête pas du tout à la romance. Elle est au cœur d'un autre concept clé de Jung, l'ombre. L'ombre. Ce sont toutes ces parts de nous-mêmes que nous avons refoulées dans l'inconscient parce qu'elles sont jugées inacceptables par la société ou par notre éducation. L'égoïsme, la paresse, la colère, l'agressivité. Le problème, c'est que cette ombre ne disparaît pas. Elle demande une énergie folle pour être maintenue cachée. Et surtout, elle a la fâcheuse tendance à se projeter sur notre entourage. Un exemple concret.
Si on s'emporte de manière disproportionnée, avec une rage irrationnelle contre un collègue qui a le malheur d'être un peu oisif ou désorganisé, Il y a de très fortes chances que l'on projette sur lui notre propre désir refoulé de lâcher prise ou de fainéantiser. Ce n'est pas le collègue qui nous rend fous, c'est notre propre ombre qui nous saute à la figure. c'est un outil d'auto-analyse redoutable au quotidien. Au lieu de juger le monde extérieur, on se demande ce que cette irritation dit de la part sombre que je refuse de voir en moi. Et c'est en osant regarder là où la lumière de la conscience ne va pas que Jung a fini par s'aventurer sur des terrains que la science classique peine encore à expliquer. Ça nous amène inévitablement à la notion de synchronicité. Le livre rapporte une histoire clinique très célèbre à ce sujet. Jung reçoit une patiente enfermée dans un rationalisme cartésien étouffant. Rien ne bouge dans la thérapie. Rien. Son esprit analytique bloque tout lâcher-prise émotionnel. Mais un jour, elle lui raconte un rêve marquant dans lequel on lui remet un bijou coûteux en forme de scarabée d'or. Et au moment précis où elle prononce le mot scarabée, Jung entend un bruit léger, un tapotement insistant contre la fenêtre fermée de son cabinet. Il se retourne, ouvre la fenêtre et attrape l'insecte qui cherchait à entrer en voletant. C'est une cétoine dorée, l'insecte de nos régions qui ressemble le plus à un scarabée ou reflet d'or. Il le tend à sa patiente, estomaquée, et lui dit simplement « Le voilà, votre scarabée ». Le bouclier rationnel de la patiente vole en éclats sur le champ. La coïncidence est beaucoup trop énorme pour être ignorée. Cela soulève une question immense. Comment appréhender ces moments où le monde extérieur semble faire un clin d'œil direct à nos pensées intimes ? Jung utilise le terme de synchronicité pour nommer ce phénomène. Mais attention, il ne s'agit en aucun cas d'un rapport de causalité. Surtout pas. Le fait de rêver d'un scarabée n'a pas déclenché la naissance ou le vol de cet insecte précis vers la fenêtre. C'est une coïncidence temporelle entre un état psychique intérieur et un événement matériel extérieur, lié non pas par la cause, mais par le sens. Une forme d'écho significatif entre l'esprit et la matière. Et ce qui donne énormément de crédit à Jung, c'est qu'il n'a jamais traité ça comme de la magie de foire. Non, il a confronté cette théorie à la pointe de la science de son époque. Il dînait avec Albert Einstein débattant de la relativité du temps, mais c'est surtout sa longue amitié et collaboration avec Wolfgang Pauli, l'un des pères fondateurs de la physique quantique et prix Nobel, qui donne une ampleur scientifique à la synchronicité. L'apport de Pauli est majeur. La physique quantique démontre que l'observateur influence la matière observée et que des particules peuvent être intriquées, réagissant l'une à l'autre de manière instantanée, quelle que soit la distance qui les sépare. Jung et Pauli élaborent alors ensemble l'hypothèse de l'unus mundus, le monde unifié. C'est l'idée qu'au fondement de la réalité, il existe une trame invisible, une matrice qui contient et organise à la fois la matière physique et la psyché humaine. Un peu comme le concept d'onde pilote en physique quantique, non hein? L'analogie est très pertinente. En mécanique quantique, l'onde pilote est une force théorique qui guiderait le mouvement des particules. Dans la vision de l'unus mundus, il existe une dimension hors de l'espace et du temps linéaire qui orchestre les synchronicités. Faisant se rejoindre l'intériorité humaine et les événements extérieurs dans une danse pleine de sens. C'est fascinant. C'est une danse que Jung a aussi retrouvée encodée dans des textes très anciens. Oui, grâce à un autre rêve très marquant. Il se retrouve coincé dans une calèche avec un paysan, fuyant la guerre. Il traverse un tunnel et débouche sur un magnifique château seigneurial. Les lourdes portes se referment derrière eux avec fracas et le paysan s'exclame que les voilà prisonniers du XVIIe siècle. Et en cherchant le sens de ce message, Jung réalise que le XVIIe siècle est l'apogée d'une discipline bien particulière, l'alchimie. C'est une révélation pour lui. L'alchimie a longtemps été moquée comme une pseudo-science naïve visant à transformer du plomb vulgaire en or massif. Mais Jung comprend qu'il s'agissait en réalité d'une immense métaphore psychologique codée. Les alchimistes projetaient les états de leur propre inconscient sur les transformations chimiques qu'ils observaient dans leur corps nu. Il établit d'ailleurs un parallèle direct entre les étapes de l'alchimie et le processus de guérison thérapeutique. L'œuvre noire, le nigredo, ou la matière pourrie. C'est la confrontation douloureuse avec notre ombre, la descente dans nos parts sombres. Ensuite vient l'albédo, l'œuvre au blanc. Qui correspond à l'illumination, la purification de la conscience. Et enfin, le rubédo, l'œuvre rouge. Qui symbolise la création de la pierre philosophale, la complétude intérieure. Cette complétude porte un nom central dans l'œuvre de Jung, le soi. Le soi, c'est-à-dire? Le soi représente la totalité de la psyché humaine.
Ça englobe à la fois le conscient et l'immensité de l'inconscient. C'est le centre de gravité véritable de notre identité, bien au-delà de notre petit ego rationnel du quotidien. C'est une notion parfaitement illustrée par un ultime rêve magnifique raconté dans l'ouvrage. Jung se voit entrer dans une petite chapelle nichée dans la nature. À l'intérieur, pas de croix ni de statue, mais des compositions florales sublimes. Et devant l'autel, un yogi est plongé dans une méditation extrêmement profonde. Et quand Jung s'approche, c'est le choc. Le yogi possède exactement son propre visage. La réalisation le frappe de plein fouet. Ce yogi est en train de me méditer. Il fait un rêve, et ce rêve, c'est moi. La symbolique est sublime. Le petit moi conscient, le personnage de Jung qui se promène dans la chapelle, réalise qu'il n'est que l'émanation, l'expérience incarnée d'une entité spirituelle infiniment plus vaste, le soi, représenté par le yogi. Le but ultime de l'existence n'est donc pas de renforcer l'ego, mais de rétablir le contact avec cette dimension sacrée. Exactement. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie au fond? Comment on traduit cette sagesse cosmique dans le monde réel? Jung n'était pas un adepte de la théorie purement flottante. Il fallait ancrer les concepts dans la matière. Et il l'a fait de manière monumentale. Avec la construction de la tour de Bollingen sur les rives du lac de Zurich. Le processus de construction de cette bâtisse est l'illustration matérielle parfaite de ce qu'il nomme le processus d'individuation. Et l'individuation, il faut le préciser, ça n'a rien à voir avec l'individualisme contemporain qui pousse à s'isoler pour satisfaire son propre ego. C'est même l'inverse. L'individuation, c'est le courage de se défaire du conformisme aveugle, d'enlever le masque de la persona pour découvrir sa vocation unique et profonde. Afin de mieux se reconnecter par la suite au monde et aux autres avec une authenticité totale. Et la tour de Bollingen est l'incarnation de cette démarche, dans la pierre. Il commence à bâtir cette tour rustique en 1925 et l'agrandit au fil des grandes étapes de sa vie. Après la mort de sa mère, il ajoute une section. Après le décès de sa femme, un autre étage. Il s'y retire souvent, fendant son propre bois, puisant son eau, sculptant des fresques mythologiques directement sur les murs de pierre. C'est un mandala architectural grandeur nature, un espace où l'esprit du temps présent, le quotidien matériel, s'harmonise parfaitement avec l'esprit des profondeurs. Jung prouve par cette démarche que la psychologie analytique offre une véritable carte au trésor pour découvrir notre or philosophique intérieur. Ce plein potentiel enfoui que la société moderne tend souvent à réprimer. En parcourant cette vie, de l'enfant rebelle terrifié par ses visions jusqu'au vieux sage sculptant la pierre au bord du lac, on réalise l'ampleur de son héritage. Il a jeté un pont audacieux entre la rigueur de la science, la richesse des mythes ancestraux et les mystères intemporels de la spiritualité. C'est un héritage qui nous invite en permanence à ne pas nous contenter de la surface des choses. L'esprit humain est d'une profondeur insondable. Capable de puiser dans une sagesse qui dépasse largement les limites de notre vie individuelle. Pour clore cette exploration, une dernière histoire issue de nos sources invite véritablement à repenser notre rapport à la réalité. Une histoire bouleversante. En 1944, à la suite d'un infarctus sévère, Jung traverse une expérience de mort imminente. Concrètement, il se retrouve à flotter dans l'espace, à environ 1500 km au-dessus de la Terre. De là-haut, baigné d'une lumière indescriptible, il observe distinctement les contours du globe. Le désert d'Arabie, la neige de l'Himalaya. Mais le bouleversement ultime ne vient pas du paysage spatial, il vient de la perception du temps. Dans cet état modifié de conscience, l'illusion du temps linéaire s'effondre totalement. Le passé, le présent et le futur s'amalgament en un seul instant fulgurant. L'entièreté de l'existence se déroule simultanément. C'est vertigineux. Si notre conscience, comme cette expérience le suggère, possède la capacité d'opérer hors de l'espace et du temps linéaire, qu'est-ce que cela signifie pour nos parcours de vie immédiats? L'idée qu'une part intime au fond de l'être humain connaisse déjà les souvenirs de ses lendemains laisse sans voix. C'est une pensée incroyable qui pousse à observer différemment les hasards du quotidien. Bonne réflexion à tous et à très vite pour plonger ensemble au cœur d'un nouveau sujet.